Buvez du thé. Le thé, c'est la vie. Bonjour à tous, vous le voyez dans la miniature et le titre. On va parler de séries aujourd'hui, séries à venir, à surveiller, à ne pas rater en cette nouvelle année 2025. Et si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous souhaite évidemment une très belle année. Et du coup, on va traiter forcément, comme je l'ai dit, des séries. Nouveau générique et on se retrouve tout de suite. Juste avant, n'oubliez pas le petit like si vous aimez ce genre de contenu rempli de passion, de pop culture, ciné, comics et séries, forcément. De vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. À titre informatif, d'une série qui est sortie en ce début d'année, c'est American Primeval ou encore À l'aube de l'Amérique, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Un western avec un très bon cas, je trouve, Taylor Kitsch, qu'on a pu surtout retrouver aussi dans John Carter ou encore dernièrement l'année passée ou il y a 2 ans dans Terminal List, la très bonne série adaptée d'un roman éponyme écrit par un Navy Seal. Donc voilà, pour le coup, c'est très terre à terre, bien que forcément il y a un peu de fictionnel, et porté par Chris Pratt. Voilà, j'en ai parlé dans mon top série Terminalist, où vous pouvez retrouver Jay Courtney, qui figure aussi dans cette série. Et ce sera bien un bel comparatif ici, d'une certaine manière, je pense, parce que déjà de retrouver 2 acteurs de cette série dans American Primeval, parce que ils coûtent pas cher et ils sont bons tout simplement. Il y a aussi un des trucs qui fait que, pour le coup, dans cette série American Primeval, qui m'a rebuté, c'est son esthétique. Je n'en peux plus de ce filtre travail de la couleur gris voire bleuté. C'était déjà fortement le cas dans Terminal List, à retrouver sur Prime Video, qui est pour le coup de bonne facture, mais où quand même j'ai eu un peu de mal. Parce que oui, ça accentue le drame, mais c'est un choix artistique. Et du coup là, en sortant, je pense Terminal List, il fallait que je respire un peu en termes d'imagerie, voilà, travail de l'image, de l'étalonnage, du décor, des costumes. Et du coup, déjà, ça, c'est un truc qui m'a rebuté. Et ensuite, pourquoi d'autres, je n'ai pas accroché à cette série western dirigée, créée par Inaritu, donc réalisateur de The Revenant, le bon The Revenant, western survival avec DiCaprio et Tom Hardy, entre autres, pour ne citer que. Eh bien, c'est que cette histoire m'a déjà été racontée, notamment à travers la série The English. Là, je ne sais plus sur quelle plateforme vous pouvez la retrouver, peut-être Prime, avec Emily Blunt dans le rôle principal, genre western, où c'était le même genre d'histoire aussi, hein, donc une mère avec son fils qui traverse l'Amérique, forcément qui va tomber sur des natifs et des cow-boys pas très clean. Donc, sans moi pour cette série western de Netflix. Je sais que certains ont beaucoup aimé, mais je pense peut-être qu'ils sont passés à côté d'English ou tout simplement l'histoire et où l'esthétique les a pas dérangés, comme peut-être vous. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et peut-être aussi, je l'avais pas noté, mais peut-être qu'aujourd'hui, en fait, je suis tellement marqué par la patte Taylor Sheridan. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais qui est sur des choses très terre à terre, très humaine, fait que je pense, en sortant notamment de sa série, pour moi sa meilleure production Yellowstone et ses spin-offs, fait que maintenant peut-être je vais être comme pour vis-à-vis de Game of Thrones et des séries qui tentent de faire de même, euh, que je vais être plus dur en fait, vu qu'il y en a une qui a mis la barre très haute, forcément. C'est bien que je vous ai parlé de Game of Thrones parce qu'on va y venir avec la neuvième position. Oui, voilà, neuvième position. A Night of Seven Kingdoms. C'est toujours HBO la production, donc ça devrait être œuvre de qualité. On croise les doigts, ils ont quand même globalement fait que des séries dantesques. Forcément de George R. R. Martin, qui est une de mes grandes sources d'inspiration pour le livre que j'ai écrit depuis septembre, forcément. Cette série suit les aventures de Sir Duncan le Grand, et Dunk, et son écuyer, Egg. Je crois que l'écuyer d'ailleurs est un gamin, il me semble.
environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones, la série mère, l'histoire principale donc. Pour titre informatif, avant que je vous dise pourquoi, bah voilà, de toute façon, je vais y finir petit à petit. Il faut savoir, apparemment, voilà, je suis l'un des très rares dans le YouTube Game sur les réseaux, un passionné berserker à ne pas avoir accroché à House of the Dragon, que j'ai trouvé vraiment vif au niveau de l'écriture. Bah, déjà là, pas du tout à la hauteur de sa série mère, qui lui tape même pas la cheville déjà au niveau des scénarios, dialogues, mise en avant de ses personnages. Les acteurs, pour le coup, bah, c'est une plus-value, c'est un très bon casting, mais comme je dis déjà, l'écriture ne les aide pas à vraiment, oui, à avoir l'ampleur des personnages du trône de fer. Et de plus, les fonds verts, les effets spéciaux, je trouve que pour moi, dès les premiers épisodes, parce que j'ai pas regardé l'entièreté de la saison 1, du coup, vraiment très mal intégré. Et je pense que là où ils sont améliorés comparé à la série mère, c'est sur les dragons. Tellement que je me demande si en fait le trois quarts du budget n'est pas passé dans les dragons au lieu d'avoir payé des bons scénaristes ou de leur avoir laissé le temps d'écrire correctement. Comme je dis, apparemment, je suis l'un des rares. Voilà, c'est peut-être moi qui suis vieux con, qui passe à côté d'un truc. Mais une nouvelle fois, je trouve vraiment que tous les défauts que énormément de gens ont cités pour la huitième saison de Game of Thrones, et j'entends qu'ils ont un peu rush, que ça aurait pu être abouti avec quelques plus épisodes, ou encore voilà, la mort du Night King, même si Arya est badass, que c'est ma top one côté personnage, voire personnage féminin de la série. Eh ben justement, les défauts, ben là j'ai l'impression que c'est de ce que j'ai lu, vu et entendu, de ce que les gens citent en qualité de la série, ben, c'était les défauts justement de la saison 8 en fait. Je reste encore, vous voyez, je suis assis, je suis encore sur mes fesses justement par rapport à tout ça, mais du coup, allez, je me fais quand même une petite frayeur vu que c'est quand même une nouvelle fois HBO derrière, qu'il y a un bon casting, que c'est une histoire parallèle à la série, forcément mère, comme je ne dirais jamais assez ici en ce début d'émission de Game of Thrones, ben, je vais lui tenter, je vais lui laisser sa chance, mais du coup c'est pour ça, à cause de House of the Dragon, qu'elle est en 9 position. Donc A Night of Seven Kingdoms, l'adaptation des Tales of Dunk and Egg. On reste un petit peu sur l'univers, la fibre fantastique, puisque là on bascule cependant dans les années 80 avec la dernière saison de Stranger Things, les choses étranges. Date pas encore confirmée, mais ce sera cette année. Showrunners, ce sont toujours les frères Duffer pour la date. Peut-être qu'elle est sortie, mais moi en tout cas je ne l'ai pas. Le pitch, ben, on n'a pas vraiment eu d'annonce à ce niveau-là. Ça va boucler l'histoire vraiment de cette bande-là, Dawkins, qui vont donc affronter la menace qui venait en final twist de la saison précédente. Donc après les fameux Demogorgons, c'est celui joué par Jimmy Campbell Bower. D'ailleurs, pour anecdote, Bower, si vous aimez le blues, il est excellent. Allez checker sur YouTube et Spotify, etc. Enfin, soit, comme il y avait quand même pas mal de bons dans cette série, même si elle reste assez académique et que les dernières saisons, ils ont un peu tiré sur la corde et tout, que c'était pas fifou, saison 3 et 4 du coup. Le fait qu'il y ait des personnages autant couleurs comme Hopper, Billy et, euh, et Eddie. D'ailleurs, pour les deux derniers, ce qui est drôle d'une certaine manière, vu qu'ils étaient présentés comme des antagonistes, se sont révélés être les meilleurs personnages en fait de leur saison, les plus intéressants, les plus aboutis. Stranger Things saison 5, dites-moi si vous accrochez aussi à cette série 100% nostalgique. On reste toujours sur un côté fantastique, mais un petit peu on tire sur la corde de l'horreur, ce qui est probablement, je pense, comme beaucoup de gens, euh, une des inspirations premières des frères Duffer, c'est la saga Alien, puisque si vous ne le saviez pas, d'ailleurs, affiche ici du précédent bon volet pour moi de la saga Alien Romulus, qui revient à cette fibre thriller horreur que nous a servi Ridley Scott, le très bon Ridley Scott et son équipe à l'époque. Alien pour moi le meilleur de la saga, suivi par Romulus, pour moi le vrai deuxième film. Parce que le deuxième, parler, voilà quoi, hein. C'est pour ça, c'est un des trucs qui fait que déjà, j'ai pas grandi avec le genre de l'action, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne le savaient pas jusqu'ici, et où je m'ouvre petit à petit, parce qu'en fait, ces dernières années, notamment par le cinéma
asiatiques, hongkongais même, et coréens, on a du très bon. Là où du côté de l'Occident, et dans les années 80, c'était pas folichon, hein, des plus pertinents, hein, très manichéens, quoi, pour le peu que j'ai vu, entendu, dont Alien 2. Même s'il y a le truc de la mer avec Ripley et tout, je trouve ça un peu facile. Ça aurait pu être plus fin, mais enfin, tout le monde n'est pas Ridley Scott et les auteurs du premier Alien. Bref, on va essayer de rester sur le positif. On l'aura peut-être d'ailleurs ce positif avec Alien Earth, donc Alien quelque part sur Terre, voilà, en Earth. Hum, le showrunner, c'est Noah Hawley. Je crois que c'est le créateur showrunner de Légion, qui a quand même eu un très beau succès, puisque la qualité serait au rendez-vous, hein. Donc, Légion, pour ceux qui ne sauraient pas, une production anciennement de la Fox FX, qui adaptait Le Fils de Charles Xavier, du même nom, Légion. On reste sur du fantastique, mais on bascule dans d'autres univers, précisément pour la 4e position, avec Percy Jackson et One Piece saison 2. Je ne sais pas si vous le voyez ici derrière moi, j'ai le bouquin qui a été adapté pour la première saison, donc Le voleur de foudre. Ici, on devrait s'attaquer à La mer des monstres, une saison, un bouquin, comme ils le feront pour Harry Potter HBO. Normalement, si déjà la première saison est carrée. La manière qu'a essayé d'amener Rick Riordan, pour anecdote, ceux qui ne sauraient pas la création du livre, ça s'est fait que lui, prof et ou passionné d'histoire de l'art, voire de mythologie et tout, pour l'expliquer, l'apprendre quelque part à son fils avant d'aller dormir. Voilà, hein, certains parents, moi je ne suis pas, il y a ce truc de raconter une histoire à son enfant avant de faire le dodo. Ben lui, il réadaptait du coup les mythologies. Voilà, il a créé Percy Jackson comme ça. Et du coup, le livre, une nouvelle fois, ça dépend, hein. C'est vrai que c'est plus axé pour les adolescents maintenant. Mais quand je l'ai relu il y a plusieurs mois avant la série, l'année passée, du coup, ça se lisait encore assez bien. Saison 1 satisfaisante. Je suis curieux de voir La mer des monstres. Je me tâte encore à prendre le livre, du coup, deuxième volet de la saga. Parce que j'ai déjà énormément de comics à lire, à rattraper. Et que comme c'est une adaptation assez fidèle, globalement, à voir. Et en deuxième, sur ce top 6, je reprécise top 6 et Alien c'était 7ème, One Piece saison 2. Donc là pour le coup, Rick Jordan a été le créateur de l'univers Percy Jackson. Ici au niveau de l'adaptation pour One Piece, c'est Steven Maida et Matt Owens, deux gros mordus de l'œuvre d'Eiichiro Oda, où du coup on suit la bande de pirates qui tourne autour de Monkey D. Luffy. Le seul point noir que je trouve pour la saison 1, et on est beaucoup à l'avoir vu, forcément, c'est Usopp, qui n'a pas vraiment eu de développement. C'était assez vite bâclé, et puis l'épisode, en termes de technique, il faisait assez noir. Voilà, c'était pas des plus beaux non plus. J'espère, du coup, cependant, que Usopp sera vraiment développé dans la saison 2, et que les autres resteront à la hauteur qui nous ont été présentés. Pour anecdote, moi, je n'ai pas lu le manga. Je fais partie vraiment, en termes de manga animé, né en 95, de ceux qui ont été marqués par le Club Dorothée, des animés qui ont repassé grâce à ça en Belgique. Et du coup, après, j'ai dévié fortement sur l'univers des comics. La preuve! Sinon, vous l'auriez vu, hein, j'en aurais parlé davantage sur la chaîne de manga, même si à un moment j'ai parlé de Furio, notamment, c'est le genre qui me parle le plus. En tout cas, qui m'a parlé plus pendant une période aussi. Et donc, c'est grâce à Deviant, pas des yokai, c'est un autre terme utilisé, mais des films qui regroupent les arts majeurs. Et du coup, j'ai vu les premiers arcs qui seront adaptés dans cette saison 2. Donc, l'après East Blue avec la baleine, Boone, la Boone, l'île des pirates, Whiskey Peak, où il rencontre aussi le père de Luffy par la suite. Et oui, donc c'est l'île où on va avoir davantage de marines, dont un personnage féminin qui sera assez récurrent par la suite, de ce que j'en ai compris, qui a une altercation avec Zoro. Voilà, j'en dis pas plus. Déjà, c'est peut-être du petit spoil, des spoil pour la saison 2. L'île des géants, ouais, il y a pas mal d'arcs quand même qui va recouvrir la saison 2. Je pense peut-être à un arc pour un ou deux épisodes et ainsi de suite. Là où pour la saison 1, ça a été vraiment que Is Blue. Notamment Deviant, qu'on parle assez bien. On en a un peu parlé aussi sur la chaîne Réservoir Pop, vu qu'on a été les créateurs de celle-ci. Et bien d'autres de gars tout aussi avancés que lui sur le domaine. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un petit peu curieux, avant d'avoir cette saison 2, de vous renseigner là-dessus, voire de découvrir
par les mangas ou justement ces épisodes films. On revient à un créateur dont je vous ai parlé, Taylor Sheridan. 1923 saison 2, ça sort cette année forcément. C'est la suite du deuxième préquel. Donc après l'excellent 1883, pour moi, sa meilleure série. 1883, Yellowstone. La suite de la saga de Tonnes, explorant les défis auxquels la famille est confrontée du coup, forcément, dans les années 1920, qui posent vraiment des questions très pertinentes, notamment par les objets aussi du quotidien, etc. Ça peut paraître anecdotique, mais à l'époque, il ne le faisait pas spécialement, ni ces 20 dernières années, que ce soit par ce biais-là ou d'autres biais, Sheridan une nouvelle fois, et ses auteurs, réalisateurs, chefs-op arrivent à nous servir de la qualité. Curieux de voir ça, malgré que là aussi il y a eu un petit point noir, c'est-à-dire que comme Kevin Costner, malheureusement comme dans le monde de la vie de tous les jours, adulte et surtout de l'audiovisuel, c'est auto-centré sur lui-même, a fait preuve d'un fort égoïsme, les a plantés durant le milieu de la saison 5 pour faire sa trilogie Horizon, finalement qui s'est cassé la gueule pour le premier film au box-office, parce que le western ça reste quand même un genre difficilement malheureusement accessible pour le grand public, dont peut-être vous faites partie. D'ailleurs, 2 émissions sur Taylor Sheridan, c'est cadeau, dans la description. Pour le coup, là, j'ai du mal à dissocier la personne de l'artiste, quoi. On verra bien ce que ça vaut en voire fin février, donc ça arrive assez vite quelque part par rapport à quand vous regarderez cette vidéo, parce que là, moi, j'enregistre le 29 janvier et vous recevrez ça le 2 ou le 9, cette vidéo. Le 2, je pense, ce dimanche 2. Allez, dernière petite série avant une ou deux mentions honorables et puis le top 3. Si j'avais su un jour que je reparlerais cuisine avec vous en plus, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, ça fait presque 9 ans que j'essaye de quitter l'ORECA, le secteur de la restauration. Oui, alors j'ai fait des jobs à gauche et à droite, mais voilà, malheureusement, quand tu as un diplôme ou pas du tout comme moi et certains peut-être parmi vous, que tu as fait un secteur, c'est compliqué fortement d'en sortir. Et bien que j'ai vu quelques films depuis, Burn avec Bradley Cooper qui était assez bon, ou encore Boiling Point, où ils ont osé faire une mini-série, what the fuck, où le film était tellement bon et la fin, voilà, clean, pourquoi tu me fais une série après? Ça casse tout l'effet dramaturgie. C'est comme si tu es Tony Stark au bout enfin de 10 ans, et puis que tu disais, hop, on remène l'acteur, mais dans un autre rôle, voilà quoi, très attendu des fanboys Marvel. L'aveu d'échec, l'aveu de facilité. Et soit. Et je vous parle ici, certains l'ont peut-être compris, cuisine, une série. On arrive sur sa saison 4, j'ai quasiment fini la saison 2. Je m'y attendais pas d'ailleurs, parce que j'avais enchaîné toutes les séries que je voulais voir, rattraper et tout en ce début d'année. Donc j'ai tenté laisser sa chance à ce Bear, porté par le très bon, pour moi c'est une révélation de Jeremy Allen White, que certains ont peut-être découvert dans la version US, donc américaine de Shameless, oui, parce que là-bas c'est une série britannique. Et d'ailleurs la série US a dépassé son œuvre d'origine. Et donc Jeremy Allen White, secondé par un très bon casting, notamment par Ebon Moss Barack, qu'on a pu voir pour certains d'entre nous en micro dans l'adaptation Punisher de Netflix, où il rencontrait un certain John Bernthal qui fait une petite apparition dans ce début de série. Personnage principal, je vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Et donc ici, après tous ces beaux petits mots, et pour ne citer que tout le casting est vraiment excellent. Ensuite, donc, mes aventures culinaire, forcément, de Carmen. Là aussi, je suis surpris en termes de prénom, mais c'est pas la première fois que ça arrive d'avoir prénom féminin. Enfin, bref, ça le fait finalement. Et qui est Carmi Belzatto, alors qu'il essaye de gérer les restaurants familial à Chicago. Et là aussi, on aurait pu dire, oh. Sauf que là, il le filme d'une manière différente. C'est très bien rythmé, voire fort rythmé. Mais quand je dis fort rythmé, ils arrivent à trouver le juste milieu entre ces productions britanniques à la Guy Ritchie, qui sont pas mal cut, qui sont pas mal vraiment avec des plans courts, et vraiment avec ce type de cadrage aussi. Donc, par exemple, comme si je me mets comme ça à l'extrême de ce plan, ou si je me recadre comme ça, etc. Pour le plus grand des plaisirs. Voilà, vraiment. Bon, on aime ou on n'aime pas leur type de réalisation. Moi, ça me touche parce que ça a vraiment une plus-value.
En plus du casting et surtout belle écriture. Je sais plus comment je l'ai dit sur Twitter, je vais peut-être aller revoir ça. Zoom the Bear saison 1 pour ne parler que celle-là. Parce que moi j'attends de finir une saison pour en parler. Après avoir vu toutes les séries qui m'intéressent, ça je vous l'avais dit il y a quelques instants, je me suis lancé et aucun regret, tout y est, de la technique calibrée à la sincérité et véracité des personnages, vraiment on a l'impression d'y être, et grâce, forcément on l'a ses yeux aussi, je le rappelle, grâce à la technique, bref c'est à déguster ou encore comme dirait Carmi, why are you fucking with me? Donc The Beer saison 4 à surveiller. Je pense que je vais pas la regarder forcément quand elle sera sortie, sauf si elle sort fin d'année. Mentions honorables, c'est parti. C'est du comics. Cette énième version du lore de Spider-Man. Spider-Man noir qu'on a pu découvrir internationalement pour ceux qui sont moins passionnés, mordus d'araignée comme moi, à travers le bon Spider-Man New Generation ou encore Into the Spider-Verse et qui là a sa plus-value parce que déjà c'est du polar thriller et dans les années 30, Nicolas Cage qui reprend ce rôle après l'avoir doublé dans les films d'animation dont dans Across the Spider-Verse qui aura son dernier morceau cette année je crois qui sort, je ne sais plus, il me semble, je sais pas. J'ai quand même tenté le 2 mais voilà, je suis déjà pas fan de Spider-Man même si je peux comprendre qu'on apprécie. Mais le surplus de même personnage, même si c'est des versions alternatives, compliqué. J'ai vraiment eu la nausée, moi, quand je les ai vus tous la première fois. Où le plan où ils couraient tous là en même temps, je m'égare un peu, je pars sur du négatif. 2025, on va rester sur du positif, je vais essayer. Donc, je rappelle une version alternative de Spider-Man dans le New York des années 30 avec une ambiance sombre. Et je parle spécialement des costumes, hein, vraiment dans les thèmes, les propos racontés. C'est le monde du crime organisé aussi, comme il y a déjà un peu de base autour de Spidey, voilà, de nos jours, etc. Donc ça a sa petite plus-value, on va quand même surveiller. Nicolas Cage, il est plus tout jeune non plus. Donc est-ce qu'ils vont réadapter des morceaux du comics, aller plus loin réadapter d'autres personnages du lore de Marvel, de New York, à voir comment ce sera fait. On reste sur du Marvel aussi. Bon, là, j'ai pas le comics en main propre, mais j'en ai sur le personnage. Pas l'adaptation de Jaune, hein, je précise, mais du Diable de Hell's Kitchen. Je parle bien sûr de Daredevil Born Again, l'adaptation du comics éponyme. Donc sortie, là je crois que c'était en avril, je pense, mars ou avril. La date était sur l'affiche. Un créateur, showrunner Matt Corman et Chris Holt. Le pitch Martin Murdock reprend son rôle de Daredevil après les 3 saisons globalement intéressantes, bonnes de Marvel Netflix, confronté à de nouvelles menaces. Je laisse en lien de description les retours de comics du prof par rapport aux 2 gros comics qui ont inspiré cette saison-là. D'ailleurs, il parle déjà d'une saison 2, mais on verra déjà la qualité de celle-ci. Il y a quand même 18 épisodes. C'est assez ambitieux pour du Disney, même si les bandes annonces, parce qu'il y en a une deuxième il y a peu, restent de très bonne facture, vraiment en termes d'ambiance proche de ce qui se faisait sur Netflix. Hein. Donc sombre avec du sang, la bonne baston et tout. Un Daredevil vénère et tout. Je reste quand même, je suis le cul, voilà, littéralement entre deux chaises, parce que c'est Disney. J'ai assez vu ces dernières années, comme beaucoup. Malheureusement, les grosses productions peuvent faire de très belles bandes annonces et des films-séries derrière, à la limite moyenne, pour être gentil au niveau de certaines, et rater des thrillers, ne pas donner envie aux gens et qu'en fait derrière ce soit de qualité, comme peut-être une série, je vais reparler plus tard, qui sera dans ce top 3. D'ailleurs, en parlant de top 3, on y va. C'est en 3e position. Là aussi, je pense que je les ai plus parce que je les ai vendus. Voilà, pour vous dire à quel point je suis un grand passionné. Par contre, des adaptations, oui. Émission spéciale aussi du personnage, de son univers dans la description, décidément. C'est la passion qui parle aujourd'hui d'un montage. Plein de vidéos encore à checker. Eh bien, c'est un petit Gaulois. D'ailleurs, une petite anecdote, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis quand même passionné, attiré par l'histoire avec un grand H, même si ça reste plus compliqué en Belgique de se fournir sur certaines périodes bien précises. Donc déjà, merci Nota Bene et les historiens qui ont bossé avec lui. Voilà, le livre est ici sur les Vikings.
dernière émission du Berserker Story, donc l'histoire à travers la pop culture. N'hésitez pas, on en a fait plusieurs, les kaiju, les romains, les grecs, les vikings et les gaulois. Du coup, émission spéciale sur Astérix il y a quelques mois. Astérix, le combat des chefs, là aussi, dans quelques mois. Créateur showrunner Alain Chabat, ce sera sur Netflix, adaptation en série animée de l'album Le combat des chefs, où Astérix et Obélix doivent aider leur chef à retrouver la mémoire pour défendre leur village. Je me demande si d'ailleurs c'est pas Panoramix qui perd, parce qu'ici on a un chef, Panoramix qui la perd. Voilà, il me semblait d'après la bande-annonce que c'était ça. Est-ce que je dois argumenter? Il y a Alain Chabat, je crois qu'il y a même Alexandre Astier, les deux gars qui ont vraiment compris pour le peu que j'ai lu d'Astérix, et même validé par les gros fans de Goscinny Balzo. Astier Chabat, Astérix. L'émission dans la description. On enchaîne, on revient avec du fantastique. Allez, je vais tous les faire. Il y a du comic Star Wars. Est-ce que vous savez un indice? Très belle. Et enfin, mise en avant de la résistance, il était temps quand même, après plusieurs séries et plusieurs films. Je parle évidemment de Andor. D'ailleurs, la toute première vidéo de cette chaîne, qui a déjà 2 ans aidé pour sa vraie structure, c'est lié à cette série. Créateur, showrunner Tony Gilroy, qui a travaillé sur la saison précédente, et je pense, je sais pas, j'ai pas suivi ici pour la saison 2 à voir, mais sur la précédente avec son frère Dan. Dan, à qui l'on doit l'excellent Nightcall ou encore Nightcrawler, sur le monde malsain du scoop, avec le brillant Jake Gyllenhaal, qui ces dernières années est un peu en dessous de ça, au niveau de son acting, qui se casse plus trop la tête. C'est un peu dommage, parce qu'un grand acteur quand même des années 2010, de la décennie 2010, mais enfin soit. Du coup, pour vous remettre un peu dans le bain, Andor c'est quoi? Donc j'ai dit quand même le focus de la résistance, comment la résistance est créée dans l'univers Star Wars. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'angle de vue à plusieurs niveaux de personnages de la classe ouvrière, comme Cassian, personnage principal, Cassian Andor, tout comme des personnages plus aisés, des personnages plus importants dans la hiérarchie, je vais dire, de l'univers, comme j'ai retenu le nom de l'actrice, Geneviève O'Malley, je crois. Voilà, Mon Mothma d'ailleurs. Personnage pépite et puis beaucoup de charisme. D'ailleurs, l'un des meilleurs discours de série. Et je pense que Deviant ne sera pas compte que je le répète aussi. C'est celui de Bill Skarsgård. Voilà, j'en suis encore bouche bée, pour vous dire. J'en suis encore comme ça. Saison 2, on va fortement binge-watcher ça, quoi, hein, cette année. Je dis on, mais déjà moi. Je pense forcément, je vous l'ai cité quelques fois dans cette vidéo, Deviant, parce que c'est un bon ami aussi, qu'on en reparlera ensemble sur sa chaîne, sur la mienne, ou sûrement ici sur la mienne, ou Réservoir Pop. Ça verra le jour. Peut-être avec Jarod et d'autres, ceux qui seront partants. Donc ouais, Cassian, finalement, à l'époque, dont certains gros vidéastes disaient ouvertement, essayaient d'appuyer, d'imposer leur avis, Cassian, en disant Andor, on s'en bat les couilles. Ça a été leur terme, hein, c'est pas moi, hein, notamment un certain Nexus 6, voilà. Parce que je vais oser dire oui, mais enfin, c'est votre avis, quoi. Il y a peut-être des gens qui attendent, parce que je savais qu'il y a des gens qui étaient intéressés. Puis finalement, ça a été la grosse clacasse, hein. Beaucoup de gens ont retourné leur veste parce que c'est une série de qualité, la photographie, l'écriture. Et j'avoue que moi au début j'avais un peu de mal, quoi. Alors oui, le contemplatif, j'ai grandi avec des films comme ça, surtout dans des productions des années 60-70. Et du coup quelques westerns récents. Et je crois que c'est d'ailleurs Deviant, en parlant et ou le suivant, en parlant avec lui ou en voyant une de ses débriefs sur sa chaîne, qui m'avait redonné envie de reprendre à partir de l'épisode 4. Et nouvelle fois, merci. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais merci. N'hésitez pas, avant d'arriver sur le 1, oui, je vous fais patienter là. Alors j'ai 40 minutes de montage, mais je vais le faire parce que c'est la passion, que le plaisir est là. De me dire, vous, c'est une des séries que j'ai citées jusqu'ici qui vous interpelle, vous intéresse. Pourquoi, comment? Mais où est donc Ornicard? Au niveau des dates, je sais que ce n'a pas été très précis finalement, mais n'hésitez pas, par IMDB, le site Allociné, entre autres, à rattraper ça, à suivre les réseaux sociaux et ou les bandes annonces de temps en temps, ou encore la chaîne Deviant, qui lui, tous les dimanches, de toute façon, vous rebriefe sur les news. On va rester un peu sur de la SF, mais polar,
lié à... Qu'il aurait cru qu'on aurait une duologie un jour, par l'un de mes réalisateurs favoris. Ah, en fait, deux de mes réalisateurs favoris, là je vous parle des films. Hein. Ridley Scott, Denis Villeneuve, dystopique, dans le futur d'une certaine manière, des répliquants. Je parle bien évidemment de Blade Runner, là aussi. Ça doit sortir cette année, mais c'est encore assez flou de quand. Je pense parce qu'ils sont encore ici en phase de pré-production. Blade Runner 2099, donc foncez. Foncez si vous n'avez pas encore vu Blade Runner déjà. Et puis le Blade Runner en 2049, qui sont dans mes top... Les deux, hein, dans mon top 15 de films favoris. Je crois que j'ai déjà du mal en plus à les dissocier tous les deux, tellement ils sont excellents. Et pourtant c'est dur hein, de faire aussi bien. Je crois que Blade Runner 2049 est le seul, il me semble, de ce que j'ai vu et tout entendu dans la twittosphère, le YouTube Game, à avoir tapé la cheville de son œuvre d'origine. C'est quand même balèze. Mais bon, Denis Villeneuve et toute l'équipe derrière aussi. Ici, créateur showrunneuse même, c'est Silka Luizza. D'ailleurs aussi, ce qui serait intéressant, il y avait déjà des personnages féminins forts dans les Blade Runner films. Et d'ailleurs, anecdote, bon, moi je n'ai pas regardé parce que l'animation, j'ai plus de mal. Ne me flagellez pas dans l'espace commentaire. Je suis plus sensible au niveau de l'acting du jeu réel. Là, c'est de l'animation 3D, je crois. Donc sur Netflix, c'est une mini-série, c'est Black Runner Lotus. Je crois que ça se situe entre Blade Runner 1 et Blade Runner 2049. Je crois que c'est Blade Runner, que l'époque c'est 2029 dans la série. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Au niveau du pitch, à part le fait que, comme certains l'ont très bien calculé, que c'est 50 ans après le deuxième film réalisé, je le rappelle, par l'excellent Villeneuve, on n'en sait pas encore plus, à voir, à surveiller. Et là, je suis content finalement qu'on n'en sache pas plus sur le pitch, parce que c'est vraiment une grosse clacasse, cet univers. Qui l'aurait cru, une nouvelle fois, que dans mes The Favorites, il y aurait de la SF. Moi, je suis le premier surpris, hein, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, là où, oui, je rappelle Devon, parce que lui, c'est un genre qui le touche davantage, comme La Cave du Mills, de ce que j'ai compris, moi, c'est plus difficilement le cas. Voilà. Parce qu'il faut beaucoup de terre à terre quand même, en termes de propos, de thèmes. Mais bon, j'ai grandi avec Star Trek et je suis gros mordu de polar, thriller depuis mon plus jeune âge, grâce à la mama. Bref, la conclusion. Voilà donc mon top 9, plus ou moins 11. C'est vrai, j'ai triché comme pour les films. D'ailleurs, je vous mets le lien, mais là, ici sur la fin de vidéo, vers mon top série de 2024, parce que c'est un peu passé inaperçu, c'est un peu dommage. Si vous avez du temps, n'hésitez pas. Moi, du coup, je vais finir ce comics. Vraiment, là aussi, une très belle découverte. American Alien. Donc, c'est de la pépite, on en parlait hier entre nous. Ce qui fait qu'on est davantage aussi très content. Parce que nous, forcément, on est passionnés de comics. Mais c'est pour les amateurs. Et puis, pour nous aussi, de se perfectionner. Ça, c'est une très belle collection. C'est vraiment des prix très abordables. C'est entre 5 et 10 euros. C'est souple. Ils ont réduit le format. En plus, il y a des dessins qui peuvent être appréciés parmi vous. Et là, une grosse clacasse, d'une certaine manière. Alors que c'est encore une origin story sur Superman, l'homme d'acier, l'homme de demain, le dernier fils de Krypton, l'ange de Métropolis. Eh ben oui, comme je l'ai dit sur Twitter, ils peuvent en faire 50 000 des origin stories sur cet homme-là, sur le papa des super-héros, le plus grand des super en fait. Si c'est de cette qualité-là, de Birthright, que moi j'ai déjà, donc je ne vais pas le racheter, ou encore de la mort de Superman que je n'ai pas encore lu, je pense que comme Kingdom Come, ce seront les derniers arcs sur Superman que je lirai, à 8,90 et c'est pépite. Max Landis, j'en avais jamais lu vraiment une très belle plume. Superman, sa qualité première, c'est d'être le plus humain possible, d'avoir le plus grand cœur, même si lui aussi a ses difficultés à gérer par moments émotionnels, forcément. Ce qui nuance davantage, surtout depuis les années 80 et surtout 90. On a du Magnapool au dessin. Le gars, il nous avait livré de très belles planches déjà dans les Flash New 52. Et là, il nous sert de la pépite. Continuer à regarder des séries, à découvrir des films. Vous voyez, je pense, pour le moment, je me suis même mis une application Watchlist. Pour ceux qui n'auraient pas vu une nouvelle fois les vidéos précédentes, certes au moins une où j'en ai parlé, fait que voilà, je me rattrape pas mal aussi en film. J'en ai quand même regardé pas
beaucoup en janvier. Je vais continuer, lecture aussi. On continue d'agrémenter ça, profitez-en parce que, comme je le dis souvent, je terminerai sur cette phrase. Jean-Claude Van Damme, je ne sais plus comment il l'avait dit spécialement. Voilà, dans 10-20 ans, l'eau, on n'en aura plus. Et c'est vrai que ça commence à être compliqué pour certaines régions, dont en Italie, comme je l'avais dit d'ailleurs auparavant. Eh ben, la culture aussi, hein, ça reste compliqué, hein, notamment Hollywood, tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est à portée de main. Surtout les nomades, là, les DC nomades. Allez!